Allez, on se lance. On va explorer ensemble un mystère du quotidien en fait. Comment est-ce qu'une structure toute simple, comme une poutre, peut supporter des charges parfois énormes sans jamais se rompre? La réponse, eh bien, elle se cache dans un jeu de forces, des forces complètement invisibles. C'est le genre de question qu'on ne se pose pas vraiment, n'est-ce pas? Et pourtant, la réponse, elle est au cœur même de l'ingénierie. Pensez-y, tout, absolument tout, d'une simple chaise jusqu'au plus grand des gratte-ciel, tout ça repose sur les principes qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et non, ce n'est pas de la magie, c'est de la pure physique. Alors voilà, ça c'est notre point de départ, regardez. D'un côté, on a une poutre bien droite, au repos. Et de l'autre, c'est la même poutre, mais cette fois-ci, on lui a appliqué une charge. Qu'est-ce qui se passe? Elle se courbe, elle fléchit. Ce phénomène, on appelle ça la flexion. Et c'est notre tout premier indice dans cette petite enquête sur la résistance des matériaux. Ok, pour vraiment comprendre comment cette poutre arrive à résister, il va falloir faire quelque chose d'un peu spécial. On va devoir regarder à l'intérieur. Oui, au niveau de ses fibres, parce que c'est là vraiment au cœur de la matière que toute l'action se déroule. On va en quelque sorte disséquer les forces qui sont en train de s'affronter. Et à l'intérieur de cette poutre qui fléchit, il y a une véritable bataille qui se joue. Deux forces complètement opposées qui entrent en jeu. D'un côté, on a la compression. Son but, écraser la matière. Et de l'autre, la traction, qui, elle, au contraire, cherche à l'étirer. C'est justement l'équilibre parfait entre ces deux forces qui permet à la poutre de tenir bon. Et regardez ici, on voit très bien où ces forces agissent. La partie du haut de la poutre, la zone supérieure, elle est comprimée. On peut imaginer que ces fibres sont toutes tassées les unes contre les autres. Et en bas, c'est l'exact opposé, les fibres sont étirées, elles s'écartent. C'est ce qu'on appelle la zone de traction. D'accord, donc on a une zone qui s'écrase en haut et une zone qui s'étire en bas. Et entre les deux? Eh bien, entre ces deux extrêmes, il y a une zone de calme, une sorte d'œil du cyclone. C'est ce qu'on appelle la fibre neutre. C'est une ligne purement imaginaire qui passe au centre de la poutre et qui, elle, ne change pas du tout de longueur. C'est un peu le point zéro des forces à l'intérieur. Ce schéma, il est parfait pour comprendre la conséquence de tout ça. Regardez bien. La contrainte, cette force interne, elle est à zéro pile au niveau de la fibre neutre. Et plus on s'éloigne de ce centre, que ce soit vers le haut ou vers le bas, plus la contrainte augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les fibres tout à l'extérieur, tout en haut et tout en bas, qui subissent le plus de stress. L'idée clé à retenir, c'est ça. La force n'est pas du tout répartie de manière uniforme. Bon, c'est bien beau d'avoir identifié ces forces, mais maintenant, la vraie question, c'est comment on les mesure? Comment on peut prédire si une poutre va tenir le coup ou pas? Pour ça, les ingénieurs ont un langage bien à eux, un langage super précis, les mathématiques. Et on va décoder ensemble leur formule maîtresse. Ok, avant de vous balancer la formule complète, on va faire comme en cuisine. On va regarder les ingrédients un par un. D'abord, on a le moment fléchissant ou MFZ. En gros, c'est juste la force qui essaye de plier la poutre. Ensuite, on a l'IGZ, le moment quadratique. C'est un nom un peu barbare, je sais, mais ça décrit tout simplement comment la forme de la poutre l'aide à résister. Et enfin, le petit y, qui est tout simplement la distance qui nous sépare de la fameuse fibre neutre. Et voilà le fameux code. Sigma, ça c'est la contrainte qu'on cherche à connaître. Et elle est égale au moment fléchissant MFZ divisé par le moment quadratique IGZ, et on multiplie le tout par notre distance Y. C'est aussi simple que ça. Et c'est grâce à cette petite formule magique qu'un ingénieur peut calculer, avec une précision incroyable, la contrainte exacte en n'importe quel point de la poutre. Et ça, c'est un point absolument fondamental. La formule nous le crie avec ce terme IGZ. La résistance d'une poutre, ça ne dépend pas juste du matériau, que ce soit de l'acier ou du béton. Non, ça dépend aussi et surtout de la manière dont ce matériau est réparti dans l'espace. La forme est reine. Et regardez ici, c'est l'illustration parfaite. Chaque forme, carrée, ronde, rectangulaire, a son propre moment quadratique. C'est comme si chacune avait sa propre note de résistance à la flexion. C'est pour ça qu'on voit partout des poutres en forme de I dans la construction. Pourquoi? Parce que leur forme est hyper intelligente. Elle maximise l'IGZ. Comment? En plaçant le plus de matière possible loin du centre, là où le stress est maximal. Tout ça en utilisant le moins de matériaux possible. C'est de l'optimisation pure. Alors, pour être certain qu'une poutre est sûre, un ingénieur ne va pas juste calculer la contrainte et s'arrêter là. Non, il y a deux vérifications, deux règles d'or absolument cruciales pour être sûr que la structure ne lâchera jamais. La toute première règle, c'est la condition de résistance. En gros, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va casser?
C'est la vérification ultime. On calcule la contrainte maximale, le point le plus stressé de la poutre, et on vérifie que cette valeur reste bien en dessous de la limite de rupture du matériau. C'est la ligne rouge à ne jamais franchir. Et puis, il y a la deuxième règle, la condition de rigidité. Parce qu'une poutre peut être super solide, assez pour ne pas casser, mais si elle se déforme trop, elle ne sert plus à rien. Imaginez un plancher qui s'affaisse de plusieurs centimètres quand on marche dessus. Pas très rassurant. La question ici, c'est est-ce que ça va trop plier? On doit donc vérifier que la déformation, ce qu'on appelle la flèche, reste dans des limites tout à fait acceptables. Ce schéma, c'est exactement ça. Il illustre parfaitement ce qu'on cherche à contrôler. La ligne courbe, c'est la déformée de la poutre, c'est-à-dire sa forme une fois qu'elle est chargée. Et la condition de rigidité, elle vient simplement imposer une limite maximale à la hauteur de cette flèche, pour garantir que la structure reste fonctionnelle et confortable. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que dans le monde réel, évidemment, les choses sont un peu plus compliquées. Les poutres, parfaitement lisses et uniformes, ça n'existe que dans les livres. Les ingénieurs doivent donc faire face à un dernier rebondissement, un dernier défi. Parce que voilà la réalité. Les poutres, elles ont des trous pour faire passer des câbles ou des tuyaux. Elles ont des entailles, des changements de forme, ce qu'on appelle des épaulements. Bref, elles ne sont pas parfaites. Et chacune de ces petites imperfections géométriques, c'est un point faible potentiel, un point sur lequel il faut être hyper vigilant. Et le phénomène qui se produit est super important à comprendre. Ces discontinuités, comme un trou, elles créent ce qu'on appelle une concentration de contraintes. Imaginez le flux des forces internes comme une rivière qui coule. Quand il y a un obstacle, l'eau s'agite et accélère autour. C'est pareil pour les contraintes. Elles vont s'accumuler de manière dangereuse juste autour de ces zones, créant des points faibles très localisés. Alors, comment on fait pour gérer ce danger? Évidemment, les ingénieurs ne laissent rien au hasard. Ils ont des outils pour ça, notamment des abacs, des sortes de graphiques comme celui-ci, qui sont le résultat de tonnes et de tonnes de tests. Et ces graphiques, ils leur donnent un chiffre clé, un facteur de danger, le fameux coefficient 4. Ce chiffre leur dit exactement de combien la contrainte va augmenter à cause d'une imperfection donnée. Et la solution, vous allez voir, elle est presque trop simple. On reprend la contrainte qu'on avait calculée avant, pour notre poutre parfaite, et on la multiplie tout simplement par ce fameux facteur de danger, ket. Et voilà, c'est comme ça qu'on ajuste le calcul pour coller à la réalité, pour être sûr que même ces points faibles tiendront le coup. Maintenant qu'on a un peu levé le voile sur ces forces invisibles, la tension d'un côté, la compression de l'autre, quels sont les objets du quotidien qu'on ne regardera plus jamais de la même façon? La prochaine fois qu'on passera sur un pont ou même qu'on posera un livre sur une étagère, on pourra se souvenir que sous la surface, il y a ce balai silencieux de force qui s'équilibre, régi par des lois précises qui, au final, assurent notre sécurité. La physique est vraiment partout.